Oui. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, ou rebonjour, si vous avez eu l'occasion de suivre l'une des premières thématiques traitées aujourd'hui au Smart City Wallonia, au WEX de Marchand-Famenne. Et bienvenue, si vous nous rejoignez maintenant. Comme vous le voyez, ce n'est pas Sacha Daoud qui vous accueille, mais j'ai le plaisir de vous accompagner aujourd'hui. Et voici donc le dernier rendez-vous de cette journée avec une question. L'école post-Covid sera-t-elle plus smart qu'avant la crise sanitaire ? Le virtuel, le distanciel ont fait une entrée massive, souvent plus ou moins improvisée dans nos écoles. Cela a permis très souvent d'assurer la continuité pédagogique. Quelles leçons peut-on en tirer ? Quelles perspectives peut-on dégager ? Pour échanger à ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Renders de l'Agence du numérique. Vous êtes ambassadeur du numérique éducatif. Bonjour. Bonjour. Cédric Thomas de la ville de Charleroi, vous êtes en charge de l'enseignement. Bonjour. Bonjour. Perrine Fontaine de la province de Liège, de la direction générale de l'enseignement. Bonjour. Bonjour. Et Nicolas Melbeck, également de la province de Liège, référent numérique et formateur. Bonjour. Bonjour. Un premier échange sur voir, je pense, ce qui était planifié et ce qui a dû être fait dans l'urgence, puisqu'il a d'abord fallu réagir quand l'impensable est arrivé. Et je pense que c'est Nicolas Melbeck qui intervient à ce sujet-là. Oui, exactement. Alors, au niveau de l'enseignement, chez nous, au niveau promotion sociale de la province de Liège, il y a beaucoup de choses qui avaient été déjà planifiées en termes de formation. Donc, formation au nouveau matériel que nous avions reçu, formation à des nouvelles techniques, incluant des outils technologiques et pédagogiques. Mais il y a un grand nombre de choses qu'on a dû réaliser dans l'urgence. Donc, les choses réalisées dans l'urgence, forcément, c'était de s'adapter au niveau des contenus de cours, c'est-à-dire qu'à la base, transmettre 4 heures de théorie en vidéoconférence, ça n'allait pas le faire. Donc les enseignants qui avaient un grand nombre de connaissances et de moyens remis à jour, ont dû directement avec le Covid s'adapter. Et ça a posé des problèmes parce que 4 heures de théorie, directement ne pas faire participer les étudiants, c'était pas du tout ce qu'on voulait. C'était vraiment quelque chose qui a été vraiment improvisé et qui n'a pas été adapté correctement, on va dire. Cédric Thomas ? Oui, mais donc nous, déjà pour se planter un petit peu le décor, donc le PO de la ville de Charleroi, ça représente donc 75 écoles fondamentales, 6 écoles secondaires, 8 écoles de promotion sociale, 11 académies de musique. Et donc grosso modo pour l'enseignement obligatoire, ça s'élève à 11 000 élèves. Et donc, on avait, nous, déjà, avant la crise, on avait déjà une stratégie numérique. On était très contents de l'avoir en mars, au moment du confinement. Donc, c'est-à-dire, au niveau de la stratégie, au niveau du matériel, on avait fortement incité, et pas imposé, ça j'insiste vraiment là-dessus, mais donc on avait fortement incité nos écoles à participer aux appels à projets lancés par la région wallonne, donc aux appels à projets écoles numériques. Et donc on a à l'heure d'aujourd'hui plus ou moins 80-90% de nos écoles qui ont été lauréates au moins une fois. Toujours dans le volet matériel, donc on s'était rattaché au marché public de la région wallonne qui a l'immense avantage d'être un marché sous forme de catalogue et donc qui permet à nos écoles d'acheter du matériel vraiment en fonction de leur réalité de terrain et leurs objectifs pédagogiques. Et donc pour pallier à ce manquement durant la crise, on a lancé aussi, toujours dans le volet matériel, on a lancé un plan de relance lié au chèque numérique. Donc on a lancé un appel à projet à destination des écoles, tout réseau confondu sur Charleroi. Et donc là, les classes de 4e, 5e, 6e primaire et 1er et 2e secondaire pouvaient participer à cet appel à projet. Et les élèves recevaient donc des chèques de bons d'achat de 250 € en primaire et de 350 € en secondaire, à échanger dans des magasins partenaires pour justement pouvoir acheter du matériel pédagogique numérique. Ensuite, au niveau de la stratégie, on avait déjà mis assez bien l'argent sur la table pour pouvoir équiper nos écoles au niveau de connectivité externe. Donc on avait déjà doté nos écoles d'une bonne connexion Internet et qui était uniquement dédiée à l'usage pédagogique.
Et pour tout ce qui était à dimension plus administrative, nos directions et nos secrétariats sont connectés à un intranet. Enfin, troisième volet, c'est la connectivité interne, où là, de nouveau, on avait fortement incité nos écoles à participer à l'appel à projet connectivité de la région wallonne, où là, on avait 13 écoles qui ont pu bénéficier d'une infrastructure professionnelle offerte par la région wallonne. Et de nouveau, via un rattachement au marché région wallonne, on a continué à investir avant le confinement pour équiper nos écoles en Wi-Fi. Et donc, on a accentué cet investissement pendant la crise. Donc, au final, on a investi sur plus de 2 ans, on a investi plus de 240 000 € pour équiper justement toutes nos écoles en Wi-Fi, en tout cas une grosse partie de nos écoles en Wi-Fi. Et enfin, le dernier volet, c'était l'aspect formation, où là, avant la crise, on avait déjà un centre de formation, pas uniquement dédié au numérique, mais effectivement, on avait de plus en plus de formations dédiées au numérique dans ce centre de formation propre au PO de la ville de Charleroi. Et on avait aussi établi un accord de collaboration avec un pôle de compétences, donc Technofutur, pour ne pas le citer, qui nous permettait d'avoir accès à des formations vraiment liées au numérique. Et donc de nouveau en réaction à cette période de crise, on a renforcé ça, donc on a proposé à nos écoles d'investir le Office 365 développé par Microsoft. Et donc nos écoles ont eu droit à des formations dès le mois d'août, des formations en présentiel et en distanciel. Et donc ce qui veut dire que maintenant, la plupart de nos écoles ont une plateforme Office 365 qui fonctionne d'ores et déjà pour pallier justement à cette hybridation de l'enseignement. Bien, Sébastien Lenders, vous allez nous parler des actions régionales. Oui. La région investit maintenant depuis plus de 20 ans dans l'école numérique, avec différents plans, avec différents axes. Et un peu pour rebondir sur ce que Cédric disait, c'est plusieurs axes qui doivent être mis en œuvre. C'est un tout. C'est de l'équipement et de la connexion, ça c'est clair. C'est aussi des actions avec du personnel sur le terrain, que ce soit de la formation, que ce soit du support ou de l'animation. Et ce tout, il doit être cohérent, et on va voir qu'au fur et à mesure de la discussion qu'on va avoir entre nous, on va voir que certaines actions ont été mises en œuvre plus facilement que d'autres. Alors la région investit depuis maintenant 20 ans, elle investit à sa mesure, à sa taille, mais de manière assez faible finalement par rapport aux voisins européens, par rapport aux régions qui nous entourent. Et quand la crise est arrivée, on a pu se rendre compte que nos écoles, même si certaines étaient sensibilisées, la grande majorité manquait pas mal de maturité. Et donc, quand la crise est arrivée, l'enseignement de crise qui a eu lieu, qui était un enseignement d'urgence dans la première phase, puisqu'on peut comprendre la séquence depuis mars de l'année passée en 2 phases. Une phase qui est plutôt de l'enseignement de crise, où on est tous passés à distance et où du jour au lendemain, les écoles ont été fermées. Et puis alors, il y a la partie enseignement hybride qui ne concerne qu'une partie de l'enseignement. Mais voilà. Et ces 2 phases, elles ont chacune leurs caractéristiques et elles ont eu chacune des actions qui sont différentes. Et on peut voir qu'il y a des choses qui ont été faites dans la première phase qui n'existent déjà plus dans la seconde. Et on va voir que dans le fur et à mesure de ce qui va rester après, qu'il y a des choses qui nous manquent. Et je pense que avant d'essayer de proposer dans les années qui viennent de nouveaux plans et de nouvelles orientations, il va falloir vraiment faire une analyse des nouveaux enjeux qui apparaissent après la crise et qui amènent pas mal de réflexions, puisque maintenant nos enseignants sont sensibilisés, mais ils ne sont pas encore armés pour la transformation qui doit perdurer par la suite. Alors avant de voir justement ce qu'il va rester après la crise, je vous rappelle, si vous nous suivez, que vous pouvez à tout moment nous envoyer vos questions, vos réflexions. Le chat est ouvert et nous attendons vos réactions. Mais justement, qu'est-ce qui va rester après la crise ? Cédric Thomas ?
Mais donc, ce qui remonte de nos écoles et du terrain, donc, c'est que beaucoup d'enseignants étaient encore parfois réfractaires, en tout cas avaient peur en tout cas du numérique, et donc ils ont été contraints et forcés parfois de se mettre au numérique. Et les premières expériences et les premiers retours sont plutôt positifs, donc je pense que le numérique fait moins peur désormais aux enseignants. D'autre part, au niveau de la communication avec les parents, donc les écoles avaient souvent tendance à vivre dans un espace fermé, avoir des difficultés à s'ouvrir au monde extérieur. Et dorénavant, les écoles auront une communication plus régulière, peut-être moins formelle. Ça dépasse maintenant le cadre strict du journal de classe ou des traditionnels entretien avec les parents. Donc là, maintenant, on s'oriente vraiment vers une communication plus régulière, mais en tout cas moins informelle. Aussi, on avait aussi parfois, quand on lançait des projets numériques, quand les équipes lançaient des projets numériques, on avait parfois des parents qui étaient un peu réfractaires parce que pour eux, le numérique, c'est un jeu. Or maintenant, c'est une barrière qui est maintenant franchie. Le numérique n'est pas qu'un jeu, aussi bien dans l'esprit des parents et aussi des enfants, surtout des ados qui parfois, le téléphone servait juste à jouer, mais pas que, forcément. Et alors, de façon plus macro, dorénavant, nos écoles ont une stratégie qui leur est propre. C'est vrai que à partir du mois de mars, chacun un peu paraît au plus pressé. Et donc maintenant, les écoles ont des stratégies. Tout le monde essaye d'utiliser le même outil, en tout cas d'avoir une certaine cohérence. Et donc maintenant, par exemple, encore à l'heure actuelle, on doit placer des classes en quarantaine parce qu'on a un cas positif dans une classe, ce n'est pas du tout la panique. On active ou on réactive un outil et on continue à faire l'école à la maison, entre guillemets, tout à fait normalement. Et donc ça, c'est ce qu'on espère qu'il va rester après la crise. C'est ça. On a apprivoisé en quelque sorte le numérique, Sébastien Renders. Oui. Moi, pour mettre en lumière, j'ai pris ce slide. En fait, ceci n'est pas une école. Ça a tourné pas mal sur les réseaux sociaux. On n'est pas après la crise, hein. On est toujours dedans et ce qui est fait actuellement, c'est toujours de l'enseignement qui est difficile. Et il pourrait y avoir, après cet épisode, des potentiels rejets en fait, de ce qui a été mis en œuvre pendant les différents confinements. Si cette école est représentée par un ordinateur, l'ordinateur, quant à lui, ne représente pas l'école. Il faut aussi savoir que ce que l'on voit dans les médias actuellement et la détresse de nos étudiants qui sont face à un écran, ce n'est que moins d'un tiers des enfants qui sont actuellement dans nos écoles. Parce que l'enseignement primaire est présent à 100%, le premier degré du secondaire est présent à 100%. Ça fait déjà 2 tiers de nos élèves qui ont retrouvé le chemin des écoles, le chemin de la classe au jour le jour, alors avec des contraintes qui sont énormes, mais déjà là, on peut voir qu'il y a certaines choses qui avaient été mises en place lors du premier confinement que l'on ne retrouve plus, particulièrement dans les grandes plateformes de ressources pédagogiques à distance qui avaient été proposées dans la première partie du confinement, que l'on ne retrouve plus dans ces écoles primaires. Donc il y a déjà certains retours en arrière de certaines pratiques, alors à juste titre, parce qu'il va falloir stabiliser ce qui a été fait, mais sans avoir un apport en formation, en aide, en suivi, je pense que les enseignants vont risquent de cataloguer en fait ce qui s'est passé pendant cette crise comme étant de l'enseignement de crise, et pas comme un levier qui pourrait à terme être une transformation très intéressante pour l'enseignement. Avant la crise, quand on proposait de faire de l'hybridation, on nous disait « Ah oui, mais ça fait partie de la science-fiction et puis on ne va pas tester ça avec nos élèves. Vous imaginez si nous devions mettre ça en place maintenant, ça prendrait du temps, c'est difficile, c'est complexe. » On l'a fait en quelques semaines, alors à force de pleurs et de sueur, ça c'est clair. Mais tout ce qui a été mis en place actuellement, tout ce qui a été fait, il faudrait essayer de le préserver, ou en tout cas de faire une analyse de ce qui doit être préservé au mieux. Et en tout cas, tout ce qui a apporté des plus-values doit essayer d'être préservé. Alors, Nicolas Melbeck, et je rappelle que vous êtes référent numérique pour la province de Liège. Qu'est-ce qui va rester, effectivement ?
Je pense qu'il va rester pas mal de choses, dans le sens où un grand nombre de nos collègues sont sortis de leur zone de confort pendant le confinement. Ils sortent encore de leur zone de confort. On leur avait montré des outils, on leur avait montré des plateformes, on leur avait montré un grand nombre de choses. Et il y a des choses, effectivement, ils ont dû intégrer ça en vitesse. Donc ils ont pris l'habitude de sortir des sentiers battus, de tester différentes choses. Et ça, je pense qu'ils vont le garder. C'est les étudiants aussi qui qui donnent un coup de boost à cette démarche. Par exemple, voilà, un nouvel outil est en place pour créer des groupes. Oh bah tiens, on va essayer ça ensemble, qu'est-ce que vous en pensez? Les étudiants, oui d'accord, on va voir ça. Donc il y a un retour très honnête de la part des étudiants et très honnête de la part des enseignants également qui œuvrent avec transparence. De manière générale, pour mon cas, et je sais que je ne suis pas le seul, je me suis rendu compte que rajouter une couche de social en plus que ce qu'on faisait déjà est quelque chose qui maintenant est primordial. Il y a des étudiants, leurs seules interactions avec le monde extérieur, ou en tout cas avec une vie active, ce sont les enseignants, c'est les cours. Et on ne s'en était pas rendu compte jusqu'alors, mais enfin, dans une moindre mesure. Mais maintenant, je laisse volontairement du temps en début de session de cours avec les étudiants pour discuter de tout, de rien. Ils ne le feraient pas en fait si on ne leur proposait pas. Donc maintenant, on rajoute vraiment une surcouche de social en plus, même en donnant des cours d'informatique où je ne pensais pas que ce soit une bonne idée, mais voilà, finalement, c'est nécessaire. Et des collègues ont dit exactement la même chose. L'opportunité de ce qui va rester après, c'est grâce à l'hybridation, mieux que du 100%, parce que pour l'instant, chez nous, en promotion sociale, c'est 100% distanciel. Il va rester un certain pourcentage de cours à distance, à mon avis, même après. Pourquoi? Parce que nos étudiants, souvent adultes, ont une vie de famille, ont un emploi, ont certaines choses à devoir faire et avec lesquelles gérer. Et l'opportunité de ne pas devoir se déplacer, de faire ça à partir de chez eux, leur offre tout un tas d'outils vraiment, vraiment positifs. Et une dernière chose en matière d'éléments qui va rester, je pense, après, c'est la manière de collaborer entre collègues. Donc d'une section à l'autre, il y a un grand nombre de collègues qui, par la nécessité des choses, se sont organisés par section, par matière de cours, par période donnée, pour pouvoir justement proposer des outils et des techniques plus efficaces. Et là, Perrine sera d'accord avec moi sur le fait que justement, je ne pense pas que dans mon établissement scolaire, on soit seul. Je pense qu'en supérieur et dans le secondaire, il y a beaucoup de points communs. Vous souhaitez expliquer davantage? Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent aux différents niveaux d'enseignement. On ne les a pas forcément tous évoqués. Mais voilà, Nicolas est en promotion sociale. Il y a aussi l'enseignement supérieur, l'enseignement secondaire, le fondamental. Je pense que ce qui ressort, moi je travaille aux différents niveaux et je me rends compte que les difficultés sont un peu les mêmes, quel que soit le niveau. Et effectivement, la solidarité aussi entre les enseignants est vraiment relativement forte et je pense que le partage des pratiques est quelque chose qui restera aussi avec ou sans outils numériques, mais ce sera quelque chose qui aura été positif dans cette crise et qui restera. Alors qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui doit encore être fait? Nicolas? Oui. Ce qui manque, il y a évidemment toujours beaucoup de choses qui manquent. On se rend compte effectivement que des choses ont été mises en avant, des choses ont été avancées. Par exemple, chez nous, on a eu l'opportunité justement de réagir assez vite face à cette crise parce que on a eu justement des gens qui étaient relativement formés, qui étaient sensibilisés par rapport aux usages du numérique. On s'est rendu compte assez vite d'ailleurs qu'un grand nombre d'étudiants ne l'étaient pas. Donc on s'est dit, effectivement, quand ça a été dit, c'est pas parce qu'un étudiant a un smartphone qu'il maîtrise les outils numériques et technologiques, loin de là. On s'est rendu compte que quand il fallait passer sur un ordinateur, là, il y avait des nouvelles problématiques qui apparaissaient. Et même si ça représente un pourcentage d'étudiants qui n'est pas majoritaire, loin de là, eh bien, il a fallu vite réagir. On ne parle pas seulement d'équipement, mais on parle aussi en termes de formation et de connaissances par rapport à l'outil numérique. Et les ordinateurs portables sont parmi ces outils. Et donc, il a fallu vite
faire des cours de rattrapage, entre guillemets, pour les étudiants, pour qu'ils puissent suivre, comme les autres, des cours à distance. On s'est rendu compte qu'en termes de veille numérique, même chose, il y avait beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire que ce qui va rester et ce qui doit encore être fait, c'est prendre conscience qu'il faut une veille, il faut une formation des enseignants, il faut une formation de certains étudiants. Il faut qu'il y ait vraiment, comment dirais-je, une personne clé, une personne ressource, appelons-le référent numérique, qui soit clairement identifié dans chaque établissement scolaire. Idéalement, il faudrait que chaque établissement scolaire soit effectivement équipé, si je puis dire, d'une personne sensibilisée, polyvalente et qui joue le rôle, entre guillemets, d'un traducteur entre les besoins pédagogiques et les compétences ou les outils technologiques. Un enseignant pourrait venir et dire ben voilà, moi j'ai un problème, j'aimerais bien faire quelque chose de spécifique. Eh bien, de manière générale, nous, on pourrait répondre et dire ben voilà, ça pourrait être un outil technologique, ça pourrait être telle plateforme, ça pourrait être ceci ou cela. Donc je pense qu'un référent numérique, effectivement, serait une solution à tous ces problèmes. Alors, Cédric Thomas, je rappelle que vous êtes attaché de cabinet de Julie Pat, échevine de l'enseignement pour la ville de Charleroi. De l'expérience que nous vivons, que nous avons vécue, mais que nous vivons encore, vous, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui doit encore être fait ? Bon, en tout cas, ce qui risque de manquer à l'avenir, c'est au niveau de la connectivité, où les écoles doivent subitement composer avec 40, 80, 100, 120 matériels numériques qui sont maintenant actifs dans l'école, parce que maintenant les élèves viennent avec leur propre matériel, et donc ça implique au niveau technique d'améliorer la connexion externe de l'école, donc simplement avoir une meilleure connexion, et aussi évidemment avoir une couverture Wi-Fi optimale avec des produits plus professionnels que du bricolage, comme on l'a déjà fait un petit peu par le passé. Donc ça, c'est à très court terme, le numérique risque un peu d'être victime de son succès. Alors après, ce qui doit être fait, mais là c'est vraiment propre à certaines écoles ont déjà mis le pied là-dedans, mais ce qu'on constate, c'est que cette période de crise va permettre de mettre sur pied des plateformes pour le paiement des repas, pour la gestion des absences, des bulletins en ligne, etc. Chose qui était peut-être irréalisable aussi bien en interne au niveau des écoles qu'inaudible au niveau des parents, mais cette crise doit permettre ça, et en tout cas, chez nous, on est vraiment en réflexion par rapport à ça. On en a parlé, cette notion de partage entre enseignants, elle est très importante, et donc à échelle PO aussi, je pense que c'est très important d'avoir un outil de partage en présentiel, ça c'est certain, parce que ça reste très important, mais aussi en distanciel. Et alors, cette notion de marché public, c'est vrai que j'en ai déjà parlé beaucoup précédemment, mais c'est très important pour des communes parce qu'on n'a pas toujours l'expérience et l'expertise nécessaire que pour mettre sur pied des marchés. Mettre sur pied des marchés, c'est long, c'est compliqué. Et donc, l'idée que les instances fassent des marchés publics auxquels on puisse se racheter, je pense à la région, aux provinces, pourquoi pas, c'est très important pour des PO. Et enfin, comme le disait Nicolas, ce qu'on constate, nous, au niveau de la ville de Charleroi, c'est que le niveau qui a le moins souffert de ce confinement, c'est effectivement, chez nous, c'est la promotion sociale. Tout simplement parce que depuis quelque temps, nos écoles de promotion sociale ont fait le choix de consacrer plusieurs périodes et de les mettre à disposition de personnes, donc de référents numériques. Donc ici, par exemple, chez nous, on a 2 référents numériques qui gèrent l'aspect numérique, plateforme, matériel, etc. Et donc cet aspect technique, ce profil technique reste très important. Donc certes, c'est vrai qu'on a le soutien de la région Wallonne, notamment via les projets écoles numériques, mais ce rôle technique reste très important pour les écoles et pour les enseignants. C'est très sécurisant d'avoir quelqu'un qui peut dépanner très rapidement, qui est là, qui a un bureau clairement établi dans l'école et qu'on peut aller chercher quand on a un souci. Ça, c'est vraiment pour le volet technique. Et par contre, on a cette notion un peu plus pédagogique, où là, avoir quelqu'un qui peut coacher les enseignants, leur montrer des outils et surtout faire un boulot de veille qui reste très important. On est dans le numérique, donc on est dans un métier qui évolue sans cesse. Et donc avoir quelqu'un dans l'école, ou en tout cas dans un PO, qui est capable d'amener, de nourrir justement pédagogiquement cette réflexion,
Ça, c'est vraiment très important. Et alors, la dernière chose, c'est vraiment au niveau des formations. Ce qui doit être fait, c'est au niveau des formations initiales des enseignants, où là, effectivement, on a encore parfois des gens qui sortent des hautes écoles et qui parfois ne sont pas suffisamment formés au niveau du numérique. Et évidemment, la formation des élèves, où ce qui a le plus manqué donc, au niveau du confinement, c'était d'une part le matériel pour les élèves, et le deuxième grand volet, c'était le manque de compétences des élèves, où certains avaient du mal ne fût-ce qu'à taper sur un clavier, c'était parfois compliqué pour eux. Donc cet aspect formation, enseignants et élèves reste très important. Mais alors Sébastien Renders, je rappelle que vous êtes ambassadeur du numérique éducatif pour l'Agence du numérique, vous allez nous donner votre point de vue aussi, mais je vous rappelle aussi, si vous nous suivez, les questions, les réactions, les réflexions, c'est maintenant ou jamais sur le chat. Oui. Bien, mes deux collègues, mes trois collègues ont déjà beaucoup avancé sur le sujet de ce qui manque. Et donc je vais peut-être me faire le porte-parole d'une certaine synthèse de ce qui a été mis en œuvre de manière générale et de ce qui manque de manière structurelle. La fédération Wallonie-Bruxelles a mis en place une stratégie il y a maintenant 3 ans, une stratégie numérique qui s'est heurtée, elle, à la réalité du Covid à un moment donné. Mais il y a pas mal de choses qui ont malgré tout été mises en place. Entre autres, on a droit, il y a une plateforme qui a été proposée aux écoles. Il y a un espace de ressources pédagogiques qui s'appelle e-class qui a été proposé aux enseignants. Voilà, assez récemment, la fédération a proposé aux écoles d'acquérir des ordinateurs portables pour les élèves afin de couvrir l'équipement des élèves. Donc il y a déjà pas mal de briques qui ont été proposées. Si vous me permettez un petit peu la comparaison, on est en train d'essayer de faire un plan d'équipement photovoltaïque pour des maisons où il pleut encore, le toit est encore rempli de trous et il pleut et il y a des inondations dans la cave. Et donc, ce qui manque maintenant actuellement pour avoir une politique générale et coordonnée, c'est d'avoir des choses qui sont beaucoup plus structurelles et qui sont mises de manière plus stable qui sont développées de manière plus stable que simplement en période de crise. C'est quelque chose qui existait avant, c'est des réflexions qui avaient lieu avant, mais qui maintenant prennent tout leur sens, parce que quand on équipe 260 000 élèves avec des ordinateurs portables, il ne faut pas que ces ordinateurs portables ils ne marchent qu'à la maison. Il faut aussi que quand on rentre à l'école, il y ait de la connectivité interne et externe. Et donc la ville de Charleroi a fait un gros effort d'équipement. Les provinces ont fait de gros efforts d'équipement, mais il est vrai qu'il y a encore un bon nombre d'écoles, et le baromètre école numérique de 2018 montrait qu'il y avait 20% d'écoles qui n'avaient aucun équipement Wi-Fi et réseau digne de ce nom, mais dans les 80% qui restent, il y en a encore beaucoup qui n'ont que des brides ou des portions. Donc il y a un besoin énorme de connectivité réseau. On en a déjà parlé, j'ai parcouru un peu les différentes tables rondes du matin, ça a déjà été évoqué ce matin. Et puis si on équipe les élèves, il faut aussi équiper les classes. Et donc on a un besoin aussi très important d'équipements collectifs, que ce soit des tableaux blancs interactifs, que ce soit des ordinateurs. Et n'oublions pas que les plans d'équipement d'ordinateurs pour les élèves, ce n'est que pour le secondaire supérieur. Et donc, que fait-on avec l'enseignement primaire? Qu'est-ce qu'on lui propose comme solution? Donc là, il y a des réflexions stratégiques à avoir. Le numérique, ça ne commence pas à l'âge de 14 ans. Le numérique, ça commence dès l'entrée dans l'école primaire, peut-être même déjà en maternelle avec des activités déconnectées. Voilà. Donc, de l'équipement, oui, c'est nécessaire, c'est absolument insuffisant. Donc ça, c'est clair. À partir du moment où on a équipé et où on a connecté, on a fait la moitié du travail. J'ai travaillé en bibliothèque pendant un moment et la bibliothécaire me disait il y a deux bibliothécaires, il existe 2 types de bibliothécaires. Celui qui reçoit le livre et qui le met dans le rayonnage, et celui qui va le chercher dans le rayonnage et qui le présente au lecteur. On en est là. C'est-à-dire que pour le moment, on a rempli les bibliothèques, en tout cas on va pouvoir remplir les bibliothèques parce qu'on a investi assez fortement dans du matériel, et le matériel va arriver.
Maintenant, il faut investir dans le conseil, dans le suivi. Et donc, on a besoin, et la ville de Charleroi le disait bien, on a besoin de conseillers technopédagogiques, de personnes engagées. Alors, il y a 42 personnes engagées par la fédération cette année. Ils vont arriver sur le terrain, ils vont faire ce travail. 42 personnes pour 100 000 enseignants. Hein. Donc, il y a un rapport assez 42, c'est déjà très très bien. Il y en avait 10 avant. Donc 42, c'est énorme l'investissement. Mais malgré tout, c'est un accompagnement qui va se faire pour 2500 enseignants. Bref. Mais outre l'accompagnement pédagogique, équiper les écoles, amener des centaines d'ordinateurs dans des classes, ça sous-entend aussi qu'il y a un besoin énorme de compétences techniques dans les écoles. Et de tout temps, il y a eu des enseignants qui prenaient le relais de leurs collègues et qui les aidaient au fur et à mesure du temps. Ça s'appelait les personnes ressources. Jusqu'à présent, les personnes ressources étaient aptes à plus ou moins suivre le cheminement de l'équipement, puisque, comme je l'ai dit en début d'intervention, il y avait très peu d'équipements mis en place. On était à l'équivalent d'un tiers de ce qu'une région française met en place comme valeur d'équipement annuel. Sauf que maintenant, avec les investissements qui sont là et qui sont importants, il y a de fortes chances que ce matériel qui arrive en école ne soit plus géré. On n'est plus le personnel nécessaire que pour gérer cela. Parce qu'il n'y a pas de statut spécifique, parce que ces personnes ne sont pas recensées, parce que ces personnes ne sont pas mises en avant telles qu'elles devraient l'être. Et donc, autant on a besoin de personnes pédagogiques pour mettre en œuvre avec les enseignants le matériel dans le cadre des cours et des apprentissages, autant on a besoin que ce matériel soit absolument accessible. Et là, pour le moment, on risque de se heurter à des soucis. Et puis, si on se place au niveau des enseignants, oui, on a parlé de formation. La formation initiale des enseignants qui est toujours en réflexion, où au niveau des avancées numériques, il nous semble que certains pas ont été faits, mais selon les derniers détails qui nous reviennent de l'ARES entre autres, c'est encore assez timide et il y a de fortes chances que ce soit une réforme qui n'amène pas les futurs enseignants au niveau nécessaire qui devrait être le leur pour pouvoir être habiles au jour le jour avec ces technologies. La formation continue, il y a 100 000 enseignants, il faut tous les former, et pas les former à raison d'un jour tous les 3 ou 4 ans. Hein. Il faut les former, il faut pouvoir faire de l'auto-positionnement, que ceux-ci puissent être eux-mêmes conscients des besoins qu'ils ont et de ce qui est à mettre en œuvre pour que, au jour le jour, dans l'école, ils soient actifs avec leurs élèves. Donc il y a vraiment pas mal de choses à faire en termes de formation et une réflexion plus structurelle que simplement dire que nous allons réformer la formation initiale et nous allons revoir la formation continue. Il y a vraiment là quelque chose d'important en termes d'armement des enseignants. Je le rappelle, hein, on en a parlé tout à l'heure, mais on pourrait être face à un rejet de certaines avancées qui ont eu lieu en période de crise, simplement parce qu'on ne les a pas formés, on ne les a pas accompagnés, on ne les a pas suivis. Donc voilà, en gros, on a de chouettes projets et de chouettes choses à mettre en œuvre dans les quelques années qui viennent. Et donc, il y a vraiment maintenant une nécessité de définir vers où on veut aller et comment on veut y aller de manière concertée. Et donc, un grand plan d'équipement, ça sous-entend un grand plan de formation. Et ça, si la communauté et la région doivent s'entendre, ça passe par un accord de coopération qui aurait lieu d'être réfléchi de manière plus conséquente qu'actuellement. Et alors vous avez évoqué à plusieurs reprises, et plusieurs d'entre vous, vous avez évoqué les référents, les personnes ressources. Dans les questions qui nous arrivent des internautes, une question qui est aussi un peu une suggestion. Pour les petites communes, est-ce qu'il n'est pas envisageable d'engager un référent numérique pour plusieurs communes voisines ?
Ouais, je vais répondre. Ça, c'est une analyse au cas par cas, donc sur base des périodes qui sont parfois des reliquats de périodes. Les communes, si elles s'arrangent entre elles, effectivement, un accord peut être trouvé. Donc, personnellement, j'ai connu dans la botte du Hainaut, du côté de Chimay, etc. Donc, il y avait déjà plusieurs communes qui s'étaient arrangées pour avoir justement un référent numérique qui fonctionnait comme ça de commune en commune. Mais ça reste un accord entre PO, effectivement. D'accord. Alors, on reste encore aussi sur une question de moyens. Un internaute nous demande, mais quid du matériel acheté par les écoles et prêté aux élèves? Assurer la maintenance technique est souvent impossible avec les moyens humains présents en école. Je ne sais pas qui souhaite réagir par rapport à cette question-réflexion. Je pense que les quatre pourraient réagir. Voilà. Je vais peut-être me permettre de le faire puisque justement, nous n'engageons personne. La région n'est pas un PO et n'est pas la fédération. Donc voilà, on est un peu plus neutre de ce côté-là. C'est un souci qui est marquant. Le cas des personnes ressources informatiques, c'est l'arbre qui cache la forêt. On parlait des reliquats de période, Cédric parlait des reliquats de période. C'est avec des reliquats de période que l'on gère l'informatique des écoles. Alors que ça devrait être une mission structurante de la politique numérique de l'école. L'informaticien, c'est l'informaticien ou la personne technique en école. C'est le seul qui est capable, à un moment donné, quand il y a un souci dans l'école, de pouvoir faire que l'école fonctionne encore et que les apprentissages aient toujours lieu. Et donc, c'est une fonction qui est bloquante si elle n'est pas recouverte. Donc, si on doit à un moment donné gérer du matériel qui rentre ou qui sort de l'école, on doit gérer du matériel qui vient d'un PO ou du matériel qui vient de la région wallonne ou une plateforme numérique qui vient de la Fédération Wallonie-Bruxelles, toutes ces compétences-là, elles doivent être gérées par des gens. Et si on ne fait pas l'investissement sur ces personnes qui sont le liant, c'est souvent ce que nous on en parle c'est ceux qui font le liant dans l'interface chaise-clavier. Vous voyez ce que ça veut dire l'interface chaise-clavier, c'est la personne qui se trouve face au problème et qui est la première impactée. Et dans le cas, souvent, c'est l'enseignant. Vous savez, en tant qu'enseignant, c'est assez rare de pouvoir vous dire on va poser 20 minutes, je vais d'abord faire la mise à jour de l'ordinateur avant de pouvoir vous donner cours. Ça, c'est pas possible, ça marche pas. Et donc, ces gens-là, ils sont là au service des écoles au jour le jour, et c'est vraiment dommage qu'actuellement, il n'y ait pas de structure qui permette de les engager sur autre chose que des reliquats de période ou sans avoir un profil particulier dédié. Alors, ils peuvent être volants, ils peuvent être mutualisés sur plusieurs écoles, ils peuvent être liés à un PO ou à plusieurs PO, soyons fous. Ouvrons les PO, faisons que dans une seule commune, les différents types d'enseignement reçoivent l'aide du même conseiller. Mais voilà, mais ça va être difficile de gérer une politique globale si on le fait avec des reliquats. Ça, c'est clair. Alors, je puise encore dans les questions qui nous arrivent du chat. Est-ce que vous avez entendu parler ou pris connaissance du livre blanc de la FICT, qui est la Fédération des coordinateurs ICT des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles? C'est ce dont on vient de parler, en fait. C'est exactement ça. Voilà, ce sont les personnes ressources. Ce sont les personnes ressources, voilà. Ok. Moi, j'ai envie de vous poser une dernière question, peut-être un peu générale, avant qu'on retrouve la ministre Désir, qui sera en duplex. Qui est en duplex, voilà, c'est la magie. Je voulais simplement, Madame la Ministre, si vous avez 2 petites minutes, faire un très rapide tour de table pour demander en quelques mots comment vous voyez l'école d'ici 3 ans. C'est une vaste question, mais s'il fallait en quelques mots, peut-être la façon dont vous la rêvez. Qui se lance? Bon, je veux bien. Voilà. Alors, Madame Fontaine. Oui, c'est ça. Je vais être un peu bateau pour commencer. Je voudrais une école pleine de contacts humains, où on a pris le meilleur
de ce qu'on a vécu pendant la crise, le meilleur du numérique, mais où on conserve quand même des contacts et justement on améliore le contact humain grâce au numérique qui permettra de faire énormément de choses. Voilà, on balance, on garde le meilleur des deux et on trouve un équilibre. Voilà, le bon mix Oui, c'est ça. à trouver. Sébastien Renders? Oui, je dirais l'école la plus inclusive possible. Le numérique a cet avantage qu'il permet de rapprocher des choses très éloignées, mais il a cet inconvénient aussi qu'il permet de diviser aussi très rapidement s'il n'est pas utilisé de manière globale et s'il n'est pas bien géré, enfin s'il n'est pas anticipé. Et donc une école la plus inclusive possible grâce et à cause du numérique. D'accord. Cédric Thomas? Une école où le numérique est plus que jamais un outil qu'on utilise à bon escient pour le bien des élèves en fonction de leurs besoins, de leurs problématiques, inclusive comme l'a dit Sébastien. Ça serait vraiment bien et aussi cet outil numérique qui rapproche et qui s'intègre vraiment bien dans cette triangulation école, parents et élèves. Ça serait vraiment l'idéal. Et le mot de la fin avant de passer la parole à la ministre, Nicolas Melbeck. Oui, je mettrai en avant justement le numérique comme outil de communication. Communication plus fluide entre les enseignants, communication plus fluide entre les enseignants et les étudiants, entre les membres de la direction et les membres de bureau, entre les enseignants, les membres du bureau, etc. etc. C'est-à-dire qu'ici, on a vu dans un premier temps que c'était vraiment un afflux massif de mails, de contacts, de notifications en tout genre, et que c'est pas parce qu'il y avait plus que la communication était meilleure. Et je pense qu'il y a un travail à faire dans le sens où l'outil numérique serait idéalement un outil qui facilite et qui rend plus fluide la communication plutôt que juste augmenter une communication. Donc voilà, le petit mot de la fin. Madame la ministre, bonjour et bienvenue au Smart City Wallonia. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans les quelques bribes de rêve qui ont été exprimées par nos interlocuteurs ici. Dites-nous votre vision de l'école numérique, quel mixte demain peut-être. Comment voyez-vous cet avenir ? D'abord, je voudrais vraiment vous remercier pour votre invitation et merci de me permettre de conclure vos travaux sur ce sujet qui a fait couler pas mal d'encre et parfois déchaîner les passions, en particulier ces derniers mois. C'est vrai que l'enjeu du numérique s'est posé à tous les niveaux de la société, que ce soit pour les parents, pour les travailleurs, pour les citoyens, pour les apprenants, etc., en particulier dans ces moments de crise sanitaire. Il me semble évidemment essentiel et encore plus au vu de cette crise sanitaire que nous traversons, que l'enseignement adapte ses pratiques et ne rate pas évidemment le tournant du numérique. Il ne fait plus évidemment aucun doute que le déploiement d'outils numériques dans les écoles apparaît comme une nécessité, mais, et je voudrais peut-être le souligner avec vous ici, je pense que ce déploiement d'outils numériques ne peut pas s'envisager sans penser les contenus d'apprentissage, la formation des enseignants, l'accompagnement technopédagogique ou encore le soutien technique à apporter dans les écoles. C'est ce que j'ai entendu aussi des petits morceaux d'intervention que j'ai pu capter. On ne peut pas évidemment faire fi de toutes ces questions si on veut aborder une transition numérique réussie dans nos établissements. Je dois souligner d'ailleurs que les disparités en termes d'acquisition des compétences numériques à l'école ont un impact en matière d'accroissement des inégalités. On a certains élèves et étudiants qui sont mieux équipés pour faire face aux défis de la société de demain et plus à même de bénéficier des opportunités de la numérisation et l'innovation. Et donc il me semble que si nous voulons que la société de demain soit réellement inclusive, l'acquisition des compétences numériques est évidemment tout à fait essentielle. En la matière, plusieurs engagements ont été pris et peuvent être mis en lumière, je pense. Chacun sait que depuis le début de la crise Covid, l'enseignement a dû se réinventer et que les pratiques éducatives ont dû être adaptées à un enseignement à distance.
Alors, on a tous constaté que les outils numériques ont été le meilleur moyen pour garder un contact avec les élèves en période de confinement. Je pense en particulier au tout début, quand on a dû improviser au moment du premier confinement. Mais on a aussi vite dû constater qu'il a été particulièrement malaisé pour les équipes éducatives de s'adapter à la conjoncture numérique, tant le manque de formation en la matière était important pour certains. Alors, vu la situation, il m'est apparu nécessaire d'augmenter l'offre de formation en numérique, mais également le nombre de conseillers technopédagogiques afin de soutenir les équipes éducatives quant à l'hybridation ou plus largement dans un souci de transition numérique globale. Mes services ont également fortement développé les ressources pédagogiques à destination des enseignants sur la plateforme eClass pour les soutenir dans l'hybridation des apprentissages. On a également mis une plateforme qui s'appelle API pour hybridation des apprentissages interactifs à disposition par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette plateforme permet en pratique aux équipes éducatives d'organiser des activités, des apprentissages à distance et peut également s'insérer dans un cadre d'enseignement hybride. Mais évidemment, on aurait tout de même tort de conclure que le travail en matière de numérique est bouclé ou scellé et qu'il n'y a plus lieu, au vu des dernières mesures, de le raccrocher à une perspective structurelle. En effet, on doit constamment faire évoluer notre stratégie numérique pour l'éducation, vu l'urgence. On doit encore l'amender, par exemple, au regard de l'allocation des 25 millions d'euros dans le déploiement de l'outil numérique, sans pour autant que les objectifs fondamentaux soient mis à l'arrière-plan. La stratégie prévoit en l'occurrence que les compétences numériques occuperont une place plus importante qu'auparavant dans le curriculum commun de tous les élèves. Il s'agit d'intégrer le numérique en tant qu'objet d'apprentissage, donc l'éducation au numérique, mais également comme support aux autres disciplines, l'éducation par le numérique. Dans le cadre des nouveaux référentiels qui vont être d'application en première et deuxième primaire du tronc commun, le numérique va jouer un rôle essentiel au sein du domaine d'apprentissage qui rassemble les mathématiques, les sciences et les compétences manuelles, techniques et technologiques. Un référentiel application technologique et manuelle qui développe une série de compétences numériques que devront acquérir les élèves durant leur scolarité est aujourd'hui en cours de finalisation. Et l'ambition que porte ce référentiel est d'amener tout élève à percevoir le potentiel des outils numériques et à évaluer l'impact de leur utilisation, notamment sur le plan sociétal et écologique, sur le plan de la sécurité sur le web, de la gestion ou encore par exemple de la gestion de son identité numérique. Donc si je devais résumer mon ambition en termes de numérique éducatif, je dirais qu'il est capital d'investir dans les compétences numériques afin de promouvoir l'égalité des chances dans un monde qui est de toute façon devenu numérique, tout en sensibilisant sur les risques potentiels y afférents bien sûr, mais aussi d'accompagner les acteurs de l'éducation dans un usage du numérique qui soit conscient et responsable. Enfin, la question de fournir à chaque classe un accès à un équipement standard minimum ainsi qu'à un équipement complémentaire ne peut pas faire l'impasse sur un projet pédagogique sous-jacent. C'est toute une stratégie éducative qui doit être pensée et faire l'objet d'une réflexion au sein de l'établissement. Et à cet égard, je dirais que la crise sanitaire a fait naître une multitude d'autres constats essentiels, dont notamment l'importance cruciale de l'enseignement en présentiel et le risque majeur de démotivation généré par la réduction du contact social entre élèves et enseignants. Donc, pour terminer, je dirais que cette crise a à la fois permis une accélération qui est absolument fondamentale de l'usage du numérique. Tout le monde a dû se jeter dans le bain, que ce soit les enseignants ou même les élèves, on a l'impression parfois qu'ils sont nés tous avec des smartphones dans les mains, mais c'est pas pour ça qu'ils savaient tous utiliser, par exemple, des outils comme le traitement de texte, des emails, etc. Donc les élèves aussi ont dû se jeter dans le bain du numérique. On va devoir tirer les conclusions de tout ça, tirer les leçons de tout ça. J'espère qu'on en gardera le meilleur, c'est-à-dire les avancées très importantes, parfois les pas de géants qui ont pu être faits sur le terrain, tout en revenant peut-être à un usage plus construit et plus rationnel aussi de ces outils numériques dans le futur. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Madame la ministre, et effectivement, votre conclusion est aussi la conclusion de ce premier Smart City Wallonia
100% numérique, avec une belle matière de conclusion, le numérique éducatif. On a vu au fil de la journée, on a démarré par la mobilité, on a embrayé avec la digitalisation et l'impact de la digitalisation sur les pouvoirs publics. Cet après-midi, on a abordé la 5G. Et puis, juste à l'instant, le numérique éducatif. On a vu aussi qu'entre ces différentes thématiques, il y a beaucoup de passerelles et que certaines choses dépendent les unes des autres. Il y a donc encore certainement pas mal de pistes à explorer ensemble. Je vous remercie d'avoir été très nombreux. Vous avez été plus de 500 internautes à nous suivre aujourd'hui. Et pour une première édition 100% numérique, même si on espère que la prochaine pourra se faire en partie en tout cas en présentiel, peut-être que 100% présentiel. En tout cas, votre présence massive de l'autre côté de l'écran, je pense que pour les organisateurs de ce premier Smart City Wallonia 100% numérique, c'est un véritable encouragement. Merci de nous avoir suivis, je vous souhaite une bonne fin de journée.